Epic Games est venu nous voir quand ils ont vu ce qu'on faisait avec leurs outils. Décembre 2015, je me souviens très bien. On va en Angleterre et on commence à discuter. Et pendant des mois après, tous les 2 jours, en discussion avec le cofondateur Mark Rain, le cofondateur d'Epic Games, qui me disait « Non mais ne lève pas d'argent, viens, rejoins Epic Games parce qu'on va faire des choses formidables dans l'industrie. » Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de From Scratch. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Stéphane Humbert, le fondateur de LS Group et Pixies. Bonjour Stéphane. Bonjour. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Un plaisir. Merci beaucoup de venir prendre le temps de répondre à mes questions et de partager ton expérience. Je te propose dans un premier temps de te présenter à nos auditeurs pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore et nous dire un peu qui tu es et d'où tu viens. Stéphane Humbert, comme tu disais, voilà. Donc j'ai pas une carrière très linéaire. Je suis originaire du Sud-Ouest, donc la Charente, la Dordogne. J'ai fait mes études dans cette région-là. Okay. Et puis des choses me passionnaient comme la 3D. J'ai fait une école d'ingénieur par l'apprentissage, quelque chose qui était un peu innovant à l'époque. Et de ça, cette 3D, ça me plaisait. Et, je suis quand même parti en Allemagne faire de la gestion de production industrielle. Je sais pas comment. Voilà. Donc, je suis parti pendant 2 ans. Je suis revenu. J'ai pris la direction d'une association d'ingénieurs qui faisait de l'essaimage d'idées nouvelles, donc un peu d'innovation. Du coup, je suis retourné à la 3D pour le prototypage de leurs produits. Et puis, voilà, j'ai rencontré mon épouse qui montait sur Paris et j'ai tout laissé tomber pour reprendre mes études. Et là, c'était la première année du master de réalité virtuelle et d'effets spéciaux aux arts et métiers à Chalon-sur-Saône. Donc, voilà, j'ai foncé, j'ai pris le wagon. Je sais pas comment j'ai atterri là, je sais pas pourquoi ils m'ont choisi parce que j'avais pas vraiment de cursus informatique. Mais ils ont dû voir chez moi quelqu'un qui, voilà, était une vision un peu plus globale et sans être vraiment un technicien. Et puis voilà, de fil en aiguille, je suis rentré chez PSA lors de mon stage. J'y suis resté 10 ans. J'ai fait la direction de la recherche, entre relation étroite avec le design. Et petit à petit, je suis allé sur le marketing qui essayait de faire un configurateur Internet pour les marques, Peugeot et Citroën. Donc ça supposait d'avoir des millions d'images, impossibles en photo. Donc voilà, c'était toutes les variantes d'une voiture, les couleurs, les intérieurs, les options. Et on a décidé de faire ça en 3D, donc c'est là où je suis intervenu. Et puis 2 ans de projet, une impasse dans la production parce que c'était pas le rôle du groupe de produire des millions d'images. Et j'ai saisi l'opportunité d'un appel d'air, voilà, puisque PSA proposait des départs et l'accompagnement de création d'entreprise. Donc je suis parti, j'ai monté une société Light and Shadows, comme tu disais. Et voilà, j'ai agrégé quelques personnes autour de moi, des gens que je connaissais depuis pas mal de temps, d'autres que j'ai rencontrés voilà, dans mon parcours. Et c'était ma première expérience d'entrepreneur. Ok. C'était en quelle année, ça? C'était en 2009. En 2009, pour l'anecdote, voilà, je rendais mon badge chez PSA, je vendais ma voiture, je me retrouvais sans voiture et le lendemain matin, mon épouse accouchée. Ah oui. Là, j'ai appelé les pompiers. Enfin bon, voilà, c'était un peu et je démarrais Light and Shadows. Enfin, c'était. Voilà. Ok. Il y a jamais de bon timing généralement. Non, mais quand on se jette, enfin, je crois qu'entrepreneur, c'est un peu ça, c'est un peu d'inconscience quelquefois. Ouais, bien sûr. Et là, j'entends mes parents qui m'auraient dit, mais c'est pas possible. Pourquoi tu fais ça, quoi. Voilà. Parce que j'ai pas d'entrepreneur autour de moi. Donc, voilà, je sais pas ce qui m'a décidé, mais bon, un peu l'envie de liberté, la liberté d'entreprendre. Ouais. Bon, tu prenais pas grand risque. Dans tous les cas, au pire, tu aurais pu rebondir au vu de ta carrière précédente. C'était. Oui, mais l'opportunité était belle, voilà. Ouais. Donc, tout était construit. Je savais exactement où je voulais aller. Et du coup, c'est pour ça que d'autres m'ont accompagné, ont pris le risque de m'accompagner parce que certains ont démissionné, voilà, de leurs entreprises où ils étaient plutôt bien. Puis on est parti en aventure, comme ça, pendant quelques années, puisque ça fait 15 ans maintenant. Et voilà, de fil en aiguille, on a développé des choses extraordinaires. Pour moi, c'était un laboratoire. Light and Shadows, c'est un laboratoire dans le domaine de la réalité virtuelle, réalité augmentée, réalité mixte, enfin, un peu tout ce qu'on veut, mais voilà, on explose. Qu'est-ce qui t'a donné cette appétence, tu me disais, très tôt, dès tes études, peut-être même un peu avant, tu avais cet intérêt pour la 3D, la réalité virtuelle augmentée. Comment t'expliques ça? Alors, je connaissais pas du tout la réalité augmentée. Ouais. En fait, il y avait la 3D. Bon, j'étais passionné d'informatique, mais chez moi, c'était pour jouer, pour hacker. Enfin voilà. Et à un moment donné,
école d'ingénieur, là, la 3D s'est imposée à moi parce qu'on avait un projet, les bâtiments devaient être changés, donc on a demandé qui était intéressé pour designer le bâtiment. Et moi, l'architecture m'avait toujours plu, et puis bon, mes parents m'avaient pas trop poussé là-dedans. Donc j'ai dit, ben ok, donc on était deux, puis j'ai découvert des outils 3D, et puis voilà. La réalité virtuelle a été plus tard, en fait. C'est vraiment lorsque j'ai cherché à me renouveler, donc pour accompagner mon épouse sur Paris, qu'est-ce que je peux faire? Et la 3D, j'ai cherché, puis là, d'un seul coup, la réalité virtuelle. Mais qu'est-ce que c'est? Les effets spéciaux, en fait, c'est les effets spéciaux, à vrai dire, qui m'ont intéressé, puisque lors de mon stage, qui s'est passé donc chez PSA, je faisais du Jurassic Park. Voilà. J'essaye de schématiser, mais c'était ça. En fait, on essayait de faire rouler des voitures qui n'existaient pas, qui étaient en processus de design, donc qui évoluaient en permanence, dont on avait juste les formes 3D, et les voir dans la rue. Qu'est-ce que ça donnait comparé à la concurrence? Enfin voilà. Donc là, on avait des caméras en motion control, enfin voilà, donc asservies sur des rails, des robots. On avait les prises de vue. Enfin, j'ai découvert ce que c'était que le métier des effets spéciaux. Ouais, bien sûr. Et mais voilà, moi, c'est les effets spéciaux qui m'ont attiré au départ. Et puis, de fil en aiguille, j'ai découvert la réalité virtuelle. Donc ça, c'était voilà, le domaine était vaste. Pour moi, j'étais ingénieur. Je me suis dit, mais d'un seul coup, c'est des produits industriels, c'est de la manufacture. Je peux l'utiliser. Je suis pas aux antipodes. Je fais pas des effets spéciaux pour le cinéma. Là, je vais faire quelque chose où il y a du produit, c'est concret. Voilà. Je me retrouvais un petit peu. Et quand tu lances Light and Shadows, vous avez déjà comme client PSA ou pas du tout? Vous repartez juste avec l'expertise que tu as pu développer et les équipes que tu emmènes, mais comment ça se passe? Non, c'est ça qui est voilà, c'est intéressant quand même quand on a une première expérience dans l'industrie, que on se fait accompagner, on a des contacts, et puis forcément, comme je disais, c'était un peu une impasse pour PSA parce qu'on ne pouvait pas produire en interne et on n'avait personne à l'extérieur pour produire. Donc là, je remplissais un peu le vide. Donc mon premier client, c'était PSA. Okay. Donc gros client, et qu'on a servi avec douleur tous ensemble parce que c'était tout nouveau. Voilà, c'est des millions d'images à calculer, 30 minutes par image. Enfin voilà, donc c'est des combinatoires. Voilà, on trichait avec tout ce qu'on pouvait pour essayer de produire ces images très vite. Et puis de fil en aiguille, on a eu du Dassault, on a eu du Saint-Gobain. Enfin voilà, des gens qu'on connaissait aussi par ailleurs, par le réseau, et puis qui nous ont fait confiance parce qu'on avait voilà, le leitmotiv, c'était qualité maximale, photoréalisme autant que possible à l'époque. Ça, bien sûr. Aujourd'hui, ça ressemble plus trop à ce qu'on obtient aujourd'hui. Mais voilà, c'était. Je voulais absolument que ce soit beau. Ouais. Light and shadow, c'était une lumière, des ombres, et c'est ce qui fait la 3D. Ouais. Est-ce que à ce moment-là, tu t'en sers aussi pour faire un outil de conception? Après, on parlait des pièces, ou c'est de la visualisation dans les environnements dans lesquels Non, c'est vraiment, voilà, on intervient très tard dans le processus de conception. Ouais. Et on va voir petit à petit, on est remonté un peu dans cette chaîne. Et c'est vraiment dans l'aide à la vente. Si on parle de Dassault Aviation, c'était des jets privés dont on faisait la configuration qui était validée en même temps avec un client. Donc des configurations de position de siège, des coloris, des matières. Et donc on présentait ça. Et pour l'anecdote, bon, je dirais pas quel était le client, mais ce client-là un jour a vu nos images et a dit, mais bon, mon avion il existe, est-ce que je peux le voir? Voilà. Et c'était 18 mois plus tard. Ah, excellent. Ouais, effectivement. Donc, voilà, on essayait d'avoir cet impact-là. Ouais, belle preuve. Et alors, à ton lancement, tu as déjà ce premier client qui peut être quand même un sacré challenge, peut-être un poids. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais d'avoir tout de suite un énorme client qui est PSA et qui a certainement beaucoup d'attentes. Comment ça se passe? Comment tu vis ça? Toute honnêteté, il y a eu des hauts et des bas. Ouais. Mais bon, on se connaissait déjà. Ouais. Je connaissais les équipes internes. Et voilà, on était tous dans le même objectif d'y arriver, parce que on avait tous fait un pari en interne, comme moi du coup en externe, d'y arriver. Donc oui, ça a été douloureux. Je me souviens de dormir par terre pendant des nuits dans le bureau, d'avoir un canapé comme tu as là, mais construit avec les cartons de nos serveurs. Enfin voilà, c'était
Donc l'objectif, c'était de délivrer, et puis avant même de penser à du confort ou quoi que ce soit. Ouais. Vous aviez une clause de pas de enfin, confidentialité certainement, mais en tout cas, non-concurrence, peut-être pas aller travailler avec, des concurrents directs de PSA, sur les Non, sujets, mais non? là, on était, Vous étiez full déjà? on pouvait pas. En toute honnêteté, on pouvait pas. Voilà, petit à petit, on s'est dégagé et puis, on a pu faire Dassault pour ça que c'était encore autre chose. Ouais. Oui, ça nous a pris du temps et peut-être trop de temps. On a regardé plus loin, ailleurs, un peu tardivement. Mmh. Mais comme on était tous, voilà, des ingénieurs passionnés, moi, j'ai toujours eu la conviction de motiver les gens par, l'exploration. Mmh. Donc, tout de suite après l'image, on est allé sur du produit. Voilà, parce que la réalité virtuelle, c'est avant tout interagir, hein, donc, on a une image, mais on interagit, donc on visualise une image, on la calcule pour la position de la tête, mais on peut aussi interagir avec. Donc, pour ceux qui connaissent, il y a les petites manettes Oculus ou HTC qui permettent de communiquer avec le monde virtuel. Mmh. Et donc, nous, on développait des interfaces comme ça, spécifiques pour l'industrie, pour tenir un pare-brise, pour tenir une visseuse, enfin voilà, des choses. On essayait d'instrumentaliser des objets qui étaient des vrais objets, que ceux qui passent en réalité virtuelle se sentent pas complètement perdus et se disent bon ben j'ai un environnement virtuel, mais la réalité c'est que je tiens mon outil, donc la perception est plus réelle pour lui, pour l'opérateur. Donc on est parti là-dessus, puis de fil en aiguille, on est parti sur un casque. Ouais. Ça, c'était un peu le regret de ma vie, mais bon voilà. OK. Bon, bah, on va y venir. Je voudrais, comprendre avant ça, quelles sont un peu les difficultés que tu connais. Tu me disais qu'effectivement, vous aviez de forts enjeux, de délivrer une fois que vous avez passé effectivement, cet accord avec, PSA. C'est quoi les problématiques que vous rencontrez, concrètement à votre démarrage? Bah, c'est de faire communiquer déjà les services en interne, parce qu'on était un peu à la croisée du style, qui intervient très tôt, dans la conception, mais ensuite, laisse un peu la main à la fabrication, qui laisse après la main au marketing. Donc le marketing a toujours une envie, une idée, le style, avait sa vision du produit et la fabrication entre les 2, où, je monte en cadence et puis, j'ai premier modèle, c'est une voiture par jour et puis on monte en cadence comme ça. Et nous, il fallait qu'on fasse parler tout le monde, qu'on retrouve les designers, pour imaginer ce qu'ils avaient pensé à l'époque. Donc, certains étaient sur d'autres projets, donc voilà. Et une maquette numérique qui était pas destinée à ça, qui était destinée à fabriquer, qui était pas destinée. La 3D s'arrêtait. La 3D du style devenait la 3D, de la fabrication. Mais, là, on avait des données qui étaient extrêmement lourdes. C'est ce qu'on appelle une maquette numérique, hein, avec des surfaces mathématiques qui sont plus comme nous on utilise des triangles comme dans le jeu vidéo. Donc voilà, cette complexité-là de faire parler tout le monde, de récupérer les échantillons, de scanner, d'avoir les beaux points de vue validés par, tout le monde. Enfin voilà, c'était donc une cohésion d'équipe, mais interne et externe. Mais ça s'est plutôt bien passé. On a délivré le premier projet à peu près à l'heure. Ouais. Et le reste a suivi une fois qu'on a eu, un peu la méthodologie. Puis voilà, et puis des bases de données, j'ai oublié des bases de données sous Excel, voilà, où on explosait complètement les limites d'Excel. Donc il fallait essayer de trier tout ça, enfin voilà. Donc Ouais. Quand vous êtes allé sur, Dassault, du coup une autre typologie un peu, d'industrie, est-ce que vous avez dû, vous réinventer sur certains aspects ou globalement, il y avait une transposition qui se faisait assez bien, entre les 2 univers? alors on passait de grandes séries Ouais. à toutes petites séries, mais avec une exigence, qui était encore plus élevée. Alors même si on faisait tout pour, bien sûr, satisfaire aux exigences de notre premier client, là, ça nous a permis de monter un peu en gamme encore sur des cuirs, sur des surpiqûres, des piqûres, des formes de sièges qui étaient très complexes. Où là, ben voilà, on a augmenté un peu notre qualité visuelle et ce qu'on a pu transcrire après sur l'automobile au fur et à mesure. Enfin, c'était un peu les vases communicants, mais les technologies étaient à peu près les mêmes. Et à ce moment-là, il y a d'autres acteurs sur le marché, que vous, Alors en France, non. Ouais. Il y a un autre acteur anglais, Zero Light, enfin voilà, qui est là. Il y a un petit peu de concurrence avec Dassault Systèmes, des produits internes. Mais voilà, nous il y avait aucun outil qui pouvait le faire. Il fallait
toute une chaîne, voilà, un enchaînement d'outils. Donc, on a développé beaucoup d'outils, on a automatisé parce que on est feignant, on n'aime pas faire les choses 2 fois, donc on automatise au maximum et toute la donnée est arrivée et petit à petit, elle a été traitée par tout le pipe que l'on avait développé. Tu me disais que tu avais fait donc un master spécialisé dans cette branche-là. Est-ce que à ce moment-là, il y a des difficultés de trouver des profils, des talents qui vont pouvoir répondre un peu à vos besoins? Tu me dis qu'il n'y a pas forcément d'outils, etc. J'imagine que c'est un marché relativement émergent, même s'il y a des concurrents à l'international. Comment est-ce que vous avez eu des difficultés à cet égard-là? Oui, justement, alors c'était un master effectivement. De ceux qui sont sortis, il y en a beaucoup qui ne sont pas restés dans la réalité virtuelle. OK. Donc voilà. Et je cherchais pas forcément des gens avec ce profil-là, mais des gens qui avaient un profil malléable, hein, bon sens du terme. Hein. C'est quelqu'un qui a la capacité d'apprendre, qui on peut donner le temps d'apprendre aussi et qui va nous apporter toute la richesse de ce qu'on ne connaît pas ou de ce qu'il ne connaît pas encore. Hein. Donc, on a formé beaucoup de collaborateurs, on continue d'en former. Au sein de Light & Shadows, il y a très peu de turnover, hein, mais on a vu passer par des stages, par des apprentissages, plus de 250 personnes en fait. Aujourd'hui, on est 50. Voilà, c'est pour donner un petit peu. Donc, on a essayé d'essaimer au maximum, de former autant que possible, de garder quand on pouvait. Mais voilà, ça n'a pas toujours été le cas. Mais oui, on a formé beaucoup à nos besoins. Voilà. C'était pas forcément sur le marché facile à trouver. Ouais. Alors, par la suite des choses, il y a le métaverse qui est arrivé. Alors, je sais pas à quel moment toi qui es vraiment dans cet univers-là, c'est vrai que pour le grand public, c'est arrivé vraiment sur le tas. En tout cas, les expériences immersives qu'on peut avoir, même s'il y a des sujets avec des Facebook, même des Google Class à l'époque, qui fait de la représentation un peu virtuelle des environnements. Bon, c'est vraiment arrivé avec l'émergence de Sandbox et autres encore je dis le grand public, bon, peut-être que ça parle pas à tout le monde, mais un peu plus, en tout cas dans la tech un peu plus variée. Comment vous accueillez ça? C'est un sujet pour vous? Vous y allez tout de suite ou vous regardez ça de loin? Alors pour nous, le métaverse existait déjà, hein, puisque c'était les produits qu'on mettait dans des environnements virtuels où on était dans le produit même qui était virtuel, donc c'était déjà une forme de métaverse. La réalité virtuelle, ça fait 50 ans que ça existe, hein, dans les années 60, la NASA développait déjà pour ses formations d'astronautes, mais on l'a vu émerger justement moi quand donc j'ai fait mon master en 99-2000. C'est là qu'on a vu émerger les premiers systèmes complexes dans les industries. Donc PSA était l'un des premiers en Europe à avoir ce qu'on appelle un cave, donc une cave, une grande salle de 3 mètres par 3 mètres, un cube, avec des vidéoprojecteurs partout, et puis on met des lunettes comme au cinéma, et puis on peut se balader. Voilà. Et on a une vue en 3D, on a 2 points de vue, œil gauche, œil droit, qui sont calculés en permanence, et puis on a l'impression d'être dans un véhicule ou dans un espace virtuel. Et ça, pour nous, c'était déjà de la réalité virtuelle. Et ensuite, le métaverse, alors oui, on a fait notre casque en 2010-2011, et on voit Oculus qui arrive avec un crowdfunding 2012, il me semble, de mémoire. On se dit, wow, ok, ça a bien marché. Et nous, on était en train de développer notre casque sans fil, industriel, avec des mousses hypoallergéniques à mémoire de forme. Enfin bon, on avait tout mis. Hein. Et on prenait un téléphone comme afficheur. Et on faisait chauffer, cramer les téléphones les uns après les autres, on streamait là-dessus. Enfin bon, c'était... Et puis, on a réussi à en vendre quelques dizaines et on a abandonné quand on a vu que Oculus se rapprochait de Meta. Facebook rachetait Oculus, je crois en 2014. Et là, on a dit, soit on fait une grosse levée de fonds et puis on y va, soit on reste un peu dans notre coin. Donc voilà, c'est un peu mon regret. Peut-être qu'on aurait dû foncer. Mais à l'époque, c'était nouveau. Donc effectivement, personne n'en parlait. Nous, on prêchait dans le désert. On allait voir nos clients, on expliquait ce que c'était la réalité virtuelle. Avant d'expliquer ce que ça pouvait faire pour eux, on expliquait les fondements, qu'est-ce que ça peut faire. Et puis, le ROI pour eux, est-ce qu'il y en avait un retour sur investissement ou pas. Donc, c'est arrivé, grâce effectivement à Meta, où d'un seul coup, qu'est-ce que c'est la réalité virtuelle, le métaverse. Quelquefois, il faut être patient. Voilà. Malheureusement, il y a
plein de sociétés françaises qui ont disparu, des gens qui avaient plein de qualités, de valeurs. Parce qu'il faut savoir que le marché européen, français, même mondial, il est en France et en Allemagne. Ok. Dassault Systèmes, Siemens. Ils ont essaimé plein de gens comme moi et d'autres à créer des startups, des petites structures. Et bon, les grands frères, quelquefois, ça laisse pas trop de place. Voilà, donc un peu, ça nous étouffe. Et on est mieux vu, mieux accueilli en Asie ou aux États-Unis qu'en Europe. Mais en Europe, en fait, on est trop nombreux. Okay. On a été trop nombreux. Et maintenant, c'est à celui qui subsiste encore. Voilà. Ouais. Après, même si le rachat, le sujet des casques est encore à peaufiner, hein. C'est pas encore démocratisé. Il y a tellement d'enjeux, et notamment de spécialisation, de perception, même au regard de l'oreille interne, enfin, de positionnement dans l'espace. On voit Apple qui a sorti son Apple Vision Pro. C'est sûr, technologiquement, c'est super, et j'aimerais bien avoir ton avis dessus, mais il y a le retour après 3 mois, c'est bon, en l'état, c'est pas utilisable, c'est une super V0. Mais comment tu vois le marché aujourd'hui de ce point de vue-là? Et est-ce que et après on va venir après, comment vous vous positionnez? Maintenant vous faites plus du hardware, mais j'imagine peut-être plus en applicatif? Oui, pour nous justement, en s'étant rapprochés vraiment du logiciel, on s'est dit c'est super, il y a quelqu'un qui fait ça pour nous, et donc ça nous ouvre les portes de choses plus. Voilà, on se concentre un peu sur l'application et pas simplement sur l'outil qui va permettre de faire l'application. Et nous, on voyait déjà dans les caves, comme j'expliquais, les gens qui voulaient pas mettre de lunettes pour pas être ridicule, mettre les chaussons pour rentrer dans le cave, alors mettre un casque, se décoiffer et autres. Voilà. Donc, quand on parle de B2C avec un casque, j'y crois assez peu. En revanche, en B2B, vraiment pour valider les processus, pour faire de l'apprentissage plus rapide sur un poste de travail, pour former des gens sur de la vente ou visualiser un produit avant qu'il existe. Ça, clairement, il y a vraiment un marché là. Et j'ai trouvé que, bon, bien sûr, pour lever des fonds, beaucoup sont allés sur voilà, c'est un produit pour tout le monde. Le client lambda va pouvoir s'équiper, mais l'application, il n'y a pas d'application waouh aujourd'hui qui permettent de le faire. On s'enferme dans son monde, voilà, même si effectivement Apple a essayé d'avoir quelque chose de transparent où on peut se voir, on peut voir la personne qui nous regarde avec son casque. C'est pas encore ça. Voilà. Tu penses qu'en B2C ça prendra pas et que ça restera un usage exclusivement professionnel? Alors ça prendra, mais il faudra que le form factor se réduise énormément et que une lentille, par exemple. Voilà. Ah ouais. Bon, une excitation neuronale, enfin je sais pas, mais faut vraiment que ce soit quelque chose de léger, qui soit voilà. Non, on va y arriver, hein. Quand on voit où on en était, ce que ça fait. La forme n'a pas forcément changé, mais les caractéristiques ont énormément évolué. On commence à être à la limite de ce que notre cerveau peut distinguer en termes de taille de pixels. Donc voilà, on commence à atteindre les limites technologiques. Maintenant, il va falloir réduire, et puis on verra, hein, il y avait des choses, il y a des belles promesses. Mais comment t'expliques cette volonté de vouloir à tout prix essayer de toucher le grand public avec leur casque, et on voit bien que les chiffres sont pas incroyables, et pourtant il y a vraiment une volonté d'aller dessus. Bon, il y avait Meta qui était très positionné, Apple qui lance leur casque, où ils ont investi énormément, ils continuent à énormément investir. Là, commercialement, ça n'a pas été un flop, mais bon, c'était modeste. Ça s'attendait peut-être probablement à ça. Qu'est-ce qui fait, tu penses, qu'ils insistent là-dessus, et peut-être au détriment d'autres projets, mais le vœu pieux d'un métaverse, hein, d'une relation sociale distante, la capacité. Mais c'est vrai que c'est très intéressant, ça, de pouvoir communiquer. Voilà, nous, on pourrait être très loin l'un de l'autre et puis se voir, voilà, avec un réalisme incroyable. On pourrait avoir nos proches en permanence. Je pense que c'est ça qu'ils visent surtout, c'est l'aspect social. Alors que nous, on vise surtout, voilà, ça peut être une expérience unique, individuelle, mais vraiment la performance. On veut mesurer une performance, on veut accélérer un apprentissage ou valider un produit, valider son process. C'est la différence entre B2B et B2C, de mon avis. Ouais, en tout cas, ça prendra peut-être dans
vraiment dans une niche comme celle des jeux vidéo, je pense au film de Ready Player One, Mmh. où, effectivement là c'était, totalement, ça, des années en avance que ça sorte, où il y a vraiment l'immersion, dans les jeux vidéo une fois qu'on a mis le casque, mais d'un autre niveau encore. Parce que là, il y a carrément les déplacements, Tu parles des déplacements et effectivement, on parlera peut-être un peu plus tard, mais ouais. c'est voilà, moi dans mes projets, Mmh. d'avenir, c'est ça, c'est qu'en fait, on se retrouve dans un environnement virtuel et on est contraint par son espace physique. Mmh. Comment on fait? Voilà. J'ai envie de me déplacer dans un appartement, bah, non, bah, il faut que je fasse attention aux meubles, voilà, faut que ce soit vide. Il faudrait que j'ai un espace de 10 000 m² où je puisse me balader, tourner dans tous les sens, explorer, même changer d'altitude. Enfin, comment on fait? Mmh. Voilà. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai fait les premiers jeux d'Epic Games en réalité virtuelle. C'était bluffant, mais au bout de 5 minutes, bon, on s'est dit: «OK, ça y est, c'est bon». Parce que là, d'un seul coup, on est vraiment ailleurs Mmh. et revenir à la réalité, c'est un choc à chaque fois. Donc et puis on ne sait pas qui nous observe, qui nous regarde pendant qu'on est en train de jouer. Voilà, on est isolé. Ouais, effectivement, il y a des cloisons un peu à faire tomber, mais tous les enjeux. C'est vrai que si on arrive à le faire, enfin, les possibilités après sont infinies, et ça peut donner lieu à de très beaux projets. Toi, tu me disais en début d'échange, avant que je lance, cette interview, que tu étais sorti de l'exécution de LS Group. Hem Pour autant, quels sont les enjeux aujourd'hui? Alors tu es resté au board, hein, pour Oui. préciser, voilà, tu es tout à fait au fait des décisions qui sont prises, mais aujourd'hui, quels sont les enjeux de LS Group? Alors, voilà, LS Group, Light and Shadows, hein, puisqu'on a Ouais, changé un petit peu, Light and Shadows, au départ, était vraiment du service. ouais. Ensuite, on a fait un peu de hardware, comme je disais. On a développé du logiciel. Là, je pourrais faire une petite parenthèse, on a développé un logiciel, Pixies, et on pourra en reparler. Et on a continué à faire du software avec l'aide du CEA. Donc on travaille avec le CEA, en collaboration étroite avec le CEA, qui est très investi dans la réalité virtuelle, forcément téléopération en centrale nucléaire. Voilà, c'est des choses qu'ils connaissent depuis longtemps, qu'ils Mmh. testent depuis longtemps, avec un moteur physique. Et bon, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais bon, la possibilité de détecter des collisions en virtuel, physique, à une précision micrométrique. Donc ça permet de faire des opérations de montage, démontage très précises. Mmh. Et donc Light and Shadows, LS Group maintenant, voilà, c'est diversifié avec des activités de formation, d'accompagnement, sur des projets réalité virtuelle, vraiment du service, de la mise à disposition de ressources aussi chez le client, du développement logiciel. Donc c'est pour ça qu'on l'a appelé LS Group, pour avoir plusieurs entités. Et le challenge aujourd'hui, c'est, ce que je disais tout à l'heure, c'est que beaucoup de sociétés disparaissent. On les voit, et on se retrouve en fait à être le plus gros des petits. Mmh. Donc on reste petit, il faut être modeste, hein, on est tout petit face à des Capgemini, des Altran, des Dassault, enfin voilà, on n'a pas cette envergure-là. On a la précision, on a l'agilité, on a l'expertise, où on va Mmh. très loin dans l'expertise. Mais voilà, on a un plafond de verre, hein, à un moment donné, on n'est pas capable de répondre à des appels d'offres qui sont conséquents. Donc on est obligé de s'associer, si tant est qu'on puisse, avec d'autres ESN, des sociétés de services. Donc là, on est un peu dans une réflexion, et même je peux l'annoncer, dans un mouvement de consolidation un peu du marché français déjà, pour commencer, à se rapprocher d'autres acteurs, et puis à faire merger un peu tout Mmh. ça pour essayer d'avoir des acteurs plus solides, heu, qui se font on se fait pas la guerre, hein, parce qu'on se connaît tous, mais on est tous avec, nos petits produits, parfois avec un petit chevauchement, soit technologique, soit de marché, pour ça qu'on adresse les mêmes personnes. Certains sont dans l'automobile, d'autres le ferroviaire, d'autres, dans l'aéronautique, et puis quand on a écumé un peu tout ça, ben, on vient un peu chez l'autre et on se rend compte qu'on n'a pas forcément les bases. Mmh. Donc de réunir tout ça, en fait, je pense qu'on peut avoir vraiment quelque chose de conséquent. Et puis, il y a des projets France 2030. Ouais. Il y en avait un sur la culture, il y en a un sur l'industrie qui vient de sortir pour la réalité virtuelle, enfin le métaverse industriel. Et donc nous, on veut, voilà, à cette occasion-là, essayer d'agréger tout ça, d'agréger tout le monde, sans être le porte-drapeau, hein. C'est vraiment, on est tout à fait ouvert, mais c'est d'arrêter de voir des sociétés disparaître, ou
se faire acquérir Ouais. par des groupes américains. Et puis, on a une force, on a une vraiment grosse compétence dans ce domaine-là en France. On l'a longtemps ignoré. Comme je disais, on a été à chaque fois à expliquer ce que c'était la réalité virtuelle. Quand la réalité virtuelle est sortie du bois, parce que voilà, tout le monde en parlait, ben, d'un seul coup, je pense nos politiques ont commencé à y penser, mais on avait déjà beaucoup d'années de retard. Dans un de mes projets dans lequel j'ai investi, on en parlera tout à l'heure, mais j'ai le fondateur de Virtools, qui est l'ancêtre de Unity. Unity, on en parle parce que c'est ce qui permet de faire des petits jeux vidéo sur les smartphones. C'est le concurrent de Epic Games qui fait, lui, Fortnite. Voilà. Donc Unity, c'est une plateforme de développement. Et l'ancêtre de cette plateforme, c'est Virtools, une société qui a été rachetée par Dassault Systèmes, qui a fini par disparaître. Et c'était en 2007. Donc on aurait pu voir émerger vraiment des sociétés solides, vraiment agiles, destinées vraiment à une industrie de la réalité virtuelle. Et aujourd'hui, je le vois pas. Donc voilà, si j'ai un autre regret, c'est de m'y prendre que maintenant. Mais voilà, j'essayais d'en parler, mais je n'en sentais pas, moi, le devoir, même l'énergie. Et puis, en discutant de plus en plus, je me rends compte qu'il faut qu'on le fasse. Donc, il y a plein de gens formidables avec qui on discute. Et j'espère qu'on va faire quelque chose de plus solide, de plus... Voilà. Ouais. D'avoir une autre étape. Et tu dis que ces entreprises qui disparaissent parce qu'en fait elles sont rachetées, la grosse entreprise par exemple Dassault va racheter la techno, garder ou non les équipes et en fait vu que c'est pas forcément leur cœur de métier, leur cœur de sujet, ils vont peut-être un peu délaisser le... Oui, ça se diffuse, souvent Ouais. ça se diffuse, mais bon, il y a les deux, hein. Il y en a qui se font racheter, et puis bon, la techno se diffuse, mais bon, après, ce sont des grands groupes, donc il y a des stratégies qui sont plus larges. On voit, par exemple, si on reparle vraiment de Dassault Systèmes, ce sont des systèmes qui sont intégrés dans les entreprises, c'est une maquette numérique qui suit, en fait, donc c'est un modèle 3D, un jumeau numérique qui suit de la conception jusqu'à la fabrication. Et nous, on en extrait cette maquette-là pour ensuite lui faire des choses que les outils de Dassault vont pas forcément pouvoir faire, ou pas avec la même agilité. D'avoir le dernier casque, d'avoir la dernière technologie, d'avoir la dernière carte graphique. Ouais. Tout ça, c'est des choses que on peut faire, qui peuvent être faites par les sociétés qui sont des plus petites sociétés. Après, voilà, donc celles-là, il y en a quelques-unes qui sont intégrées. Allegorithmics, qui était une grosse société pour les textures pour les jeux vidéo, rachetée par Adobe. Sketchfab, dont j'ai rencontré un des fondateurs la semaine dernière, un petit déjeuner, lui a été racheté par Epic Games. Pixies, que j'ai cofondé sur une technologie de simplification de la donnée 3D, pour faire simple, racheté par Unity. Voilà, donc ça part, ça reste, mais c'est plus en France, les décisions sont plus en France, et puis il y en a d'autres qui disparaissent tout simplement. Il y en a une qui faisait de la spatialisation sonore, donc avec de la reverb. Enfin, on pouvait simuler vraiment le comportement du son dans un espace de métaverse. Elle a disparu. Voilà. Mais sa technologie avec, voilà. Donc, il y a quelques exemples comme ça où malheureusement c'est... Et là, tous les sujets qu'on a pu traiter, c'était vraiment très industriel de ce que tu me disais. Et c'était une volonté de pas aller dans l'univers des jeux vidéo où en fait c'est une fausse perception de ce qu'on peut en faire. Et en fait, le métaverse des jeux vidéo qu'on peut connaître à travers Fortnite, finalement, ça représente une petite part de marché au regard de tout ce qu'on peut trouver dans l'industrie. Comment t'expliques ces positionnements? Alors, je pense que c'est plutôt l'industrie qui est une petite part du monde de l'entertainment. Mais nous, on est resté là-dessus, l'industrie, parce que effectivement, on se sentait pas, on n'avait aucune formation les uns et les autres dans le jeu vidéo. En revanche, on utilise les technologies du jeu vidéo. Ok. Donc, quand je parlais de Unity ou Epic Games avec son logiciel Unreal, c'est vraiment des solutions qui sont là pour développer des jeux vidéo. Et nous, on a travesti cet usage pour l'industrie. Et on a eu cette expérience-là
avec Epic Games notamment, quand ils ont changé leur modèle économique. Avant, c'était, je crois, 1 million d'euros pour accéder à la licence. Ils n'allaient pas très bien en 2015, début 2015, et puis d'un seul coup, ils ouvrent. Voilà. La souscription était vraiment pas chère, et puis 2 mois après, c'était gratuit. Ok. Moi, je regardais ça avec envie parce que je voyais ce qui se faisait dans le jeu vidéo. Je me disais, mais si on pouvait mettre nos modèles, nous, de voitures là-dedans ou d'avions. Donc, tout de suite, on a mis nos équipes là-dessus, développé des choses, on a publié. C'était vraiment, c'était très réaliste. On avait truqué le truc, et on avait surtout fait une passerelle entre le monde de la conception et le monde du jeu. J'explique rapidement. La conception, c'est des formules mathématiques pour décrire les surfaces. Ouais. Donc voilà, j'ai une peau de voiture, j'ai des courbes qui définissent une surface. C'est les courbes de Bézier. Ce sont des Français qui l'ont inventé. Dassault s'est appuyé là-dessus pour faire tout ce qui est modélisation. Et ça, c'est des surfaces parfaites pour faire de la fabrication, des moules, des choses comme ça. Et nous, dans le jeu vidéo ou dans l'image, on a besoin de surfaces planes. Donc on fait des petits triangles. Donc, on va mettre des petits triangles à coller partout sur la surface, au plus près de la surface. Et c'est ça que la carte graphique comprend pour faire générer un pixel à l'affichage. Donc, un triangle, c'est beaucoup de calculs. Donc, plus on a de triangles, plus on a de calculs. Moins on a de triangles, moins on a de calculs. Mais c'est moins précis. Voilà, je dis toujours, 5 triangles, c'est une pyramide. 10 000 triangles, ça commence à être une sphère. 10 millions, voilà, je peux me rapprocher. Je vois plus trop les contours de la sphère. C'est plus facettisé. Et donc, nous, on a développé ça. On a développé cette passerelle de surface à triangle, et ça, c'est Pixies. Donc, ça, on a démarré en 2014. Epic Games est venu nous voir quand ils ont vu ce qu'on faisait avec leurs outils. Décembre 2015, je me souviens très bien. On va en Angleterre et on commence à discuter. Et là, pendant des mois après, tous les 2 jours en discussion avec le cofondateur Mark Rain, le cofondateur d'Epic Games, qui me disait, non mais, on était en pleine levée, ne lève pas d'argent, viens, rejoins Epic Games parce qu'on va faire des choses formidables dans l'industrie. Eux, ils avaient besoin d'ouvrir notre champ d'exploration, un marché, et l'industrie, d'un seul coup, ça devenait évident pour eux, parce qu'on avait réussi à faire ça. Puis bon, il y a eu des troubles sociaux en France en mai 2016, la grève et tout. Et là, les Américains ont dit non, pas de salariés en France. Donc, on m'a fait une proposition de rachat juste de propriété intellectuelle du logiciel, donc de la passerelle entre le monde industriel et le jeu vidéo, qui, était ridiculement basse. Et j'ai dit, non, tant pis, on fait rien. Mais entre-temps, on avait passé 6 mois en audit, due diligence, avec plein d'ingénieurs qui venaient de chez eux. Nous, on était une petite équipe, donc on prenait tout là. Donc on s'est un peu arrêté. Commercialement, c'était difficile. À la sortie de ça, très difficile. Donc j'ai réussi à trouver des fonds. Et les fonds m'ont permis de monter une autre société qui s'appelait Metaverse Technologies, voilà, et qui avait Pixies comme produit. Donc on a racheté à ma société LS Group le produit Pixies, de manière à sauver en fait à la fois LS Group, qui a récupéré de l'argent frais, et sauver la technologie pour que, avec les fonds qu'on avait levés pour développer Pixies. Ouais. Et ça, c'était donc en mars 2017. Et 3 mois après, Unity venait en disant, je rencontre le PDG de Unity à l'époque, c'était John Riccitello. Et on dîne ensemble et il me dit, je veux racheter Pixies et Light and Shadows. Je dis, ouais, d'accord. Donc là aussi, la stratégie, c'était aller sur l'industrie parce qu'ils étaient sur le monde du jeu vidéo. Donc tu vois, c'était dans ta question, pourquoi on n'est pas allé vers le jeu vidéo? En fait, c'est le jeu vidéo qui est venu dans l'industrie, tout doucement. Et puis voilà, donc l'histoire, c'est pas faite pour des propriétés intellectuelles. Ça, c'est vraiment un conseil à donner. Attention à sa propriété intellectuelle. Nous, elle était bien, mais quelqu'un l'a challengé et ça nous a pris 3 ans pour sortir de ce processus clean. Hein. On était parfaitement dans notre droit, mais 3 ans. 3 ans d'expertise, à comparer les codes, des choses comme ça. Donc, il faut vraiment prêter attention à ça, à la propriété intellectuelle, régulièrement faire un audit et puis essayer de savoir ce qui est à soi et puis ce qui n'est pas à soi, est-ce qu'on a le droit de l'utiliser. C'est ces choses-là en conseil que je donnerais.
Donc voilà, donc ça s'est pas fait avec Unity, mais Unity a continué à nous regarder, enfin regarder surtout Pixies, et a donné du business à Light and Shadows pour leurs propres clients. Et Pixies a fini par rejoindre le giron de Unity ça va faire 3 ans, en juin 2021. Ouais. Ok, génial. Tu m'as dit donc que tu étais sorti maintenant de l'exécution du groupe. Qu'est-ce qui te pousse à faire ça? Fin de cycle, qu'est-ce que tu as envie de faire à ce moment-là, un peu ton état d'esprit? Oui, alors la bascule s'est faite justement en 2017 où voilà, quand il y avait 2 sociétés. À un moment donné, je me retrouve en fait devoir gérer 2 sociétés. Donc tout de suite, j'ai eu l'appui d'un de mes collaborateurs qui a pris la tête de Pixies et qui l'a mené super loin. Donc ça roulait très très bien. Et Light and Shadows, il fallait que je trouve quelqu'un, et j'avais quelqu'un sous la main que je connaissais, qui était là depuis quelques années. Et je voyais très bien dans ce rôle-là, et petit à petit, on l'a amené à ce rôle-là qu'il tient encore aujourd'hui. Et moi, voilà, ça m'a permis de prendre un peu de recul, de partir au Canada, monter une division intelligence artificielle pour le compte de Pixies. Parce que l'idée, c'était quand même de nous sortir un peu de la France, parce que c'était un produit français. On avait un gros succès en Asie. En Europe, ça commençait à aller, mais on n'avait pas beaucoup de clients aux États-Unis ou au Canada, en Amérique du Nord. Donc j'ai passé 1 an là-bas, et puis voilà, les 2 sociétés ont pu tourner. Moi, ça m'a permis aussi de prendre du recul, d'être un peu plus stratégique, et forcément, quand la vente s'est faite sur Pixies, la question s'est posée, qu'est-ce que je fais? J'ai plus Pixies, j'en ai plus qu'une. Je vais pas reprendre la direction parce qu'il y avait quelqu'un qui faisait très bien. Puis il y a un temps pour les entrepreneurs, il y a un temps pour les dirigeants. Voilà, et moi, je suis plutôt un entrepreneur plutôt qu'un dirigeant. La gestion, c'est pas, voilà. Je pense qu'il faut avoir un peu de folie pour entreprendre. Il faut pas regarder les murs, sinon on se cogne. Et on fait pas tout dans les règles. On se conforme petit à petit au fur et à mesure, mais si on commence à tout regarder, en fait, on n'avance plus, quoi. C'est comme un vélo, on regarde le poteau, on est sûr de se le prendre. Il vaut mieux regarder très loin. Et donc voilà, maintenant, j'ai pris un peu de recul, et plus dans l'investissement, et essayer d'aider ceux qui sont un peu dans la situation dans laquelle j'ai pu être à un moment donné, où j'ai jamais levé de fonds. J'en ai levé qu'en 2018, et encore de façon légère, pour LS Group. Donc après la vente de Pixies, on a redonné encore un peu de souffle. On a toujours fait sur fonds propres, on a toujours tout réinvesti. On avait 25% de notre chiffre d'affaires en R&D, en équivalent. Donc non, maintenant, c'est vraiment d'aider des gens qui ont des projets absolument fantastiques, et que je connais aussi en même temps que je suis, certains pour 20 ans, d'autres que je connais plus récemment, mais dont j'ai vu leur expérience. Ouais, génial. Écoute, ça me fait la transition. Maintenant qu'on s'est dit tout ça et qu'on a planté le décor et qu'on a mieux compris d'où tu viens et tout ce que tu as pu faire, si tu devais recommencer from scratch, qu'est-ce que tu ferais? J'associerais plus de monde tout de suite. En fait, j'ai démarré, je l'ai fait tout seul parce que je voulais pas que d'autres prennent le risque. OK. Je savais pas trop à quoi m'exposer, hein. J'avais pas d'expérience autour de moi. Être entrepreneur, c'est quoi? Moi, dans ma famille, c'était tout de suite attention, si ça marche pas, tu perds ta maison. Enfin voilà, il y a tout un tas d'a priori un peu anxiogènes. Donc je m'étais dit, si je prends le risque, je le prends tout seul. Je vais pas prendre le risque à d'autres. D'autres ont quand même pris le risque de me rejoindre en tant que salarié, hein. Et puis je connaissais pas tous ces systèmes de stock option. Puis même à cette époque, c'était pas aussi facile. Voilà, les BSPCE maintenant, il y a des choses qui ont évolué. Donc c'est vraiment d'associer plus de monde possible parce qu'on a le même objectif, parce que c'est intéressant aussi. Je pensais à tort qu'être le seul à pouvoir décider, allait nous faire avancer plus vite. Alors oui, ça fait avancer plus vite, mais comme on dit, hein, seul on va vite, à plusieurs on va loin. Donc j'ai appris ça de cette maxime-là. En tout cas, c'est vraiment ce que j'aurais à refaire, je le ferais comme ça. Voilà. Vraiment, on l'a fait sur Pixies sur le tard, parce que mon investisseur voulait absolument pas le faire quand on a démarré Pixies. On l'a fait avant l'acquisition. On a réussi à partager la valeur un peu avec tout le monde, heureusement. Donc on essaie de le faire avec LS Group, et puis toutes les boîtes où j'investis. Mais maintenant, on partage, parce que c'est
voilà, c'est normal, tout le monde participe à ça. Ouais. Et du coup, on dilue un peu aussi sa responsabilité parce que c'est très stressant. Moi, j'ai eu des problèmes de santé, on a perdu un collaborateur, sur un accident de trajet, enfin voilà, donc la famille à gérer, enfin c'est Ouais. beaucoup de stress pour les uns et les autres et quand on se retrouve un peu tout seul ou on veut tout prendre tout seul, heu, c'est un peu inhumain, hein. C'est le Mmh. patron de Nvidia qui le dit, hein: «Si je devais recommencer, je le ferais pas» parce que vu tous les écueils, tout ce qu'on a dû, faire qui n'est pas notre personnalité en fait. Mmh. Quelquefois, on va au-delà de ce qu'on pensait être capable de faire. Ouais. Voilà. Donc je referai en partageant beaucoup plus et puis, notre conseil qu'on m'a donné assez récemment, heu, être toujours en levée de fonds. Sans être en levée de fonds, mais toujours rencontrer des gens qui peuvent nous aider financièrement pour, apprendre à se connaître, parce que ça prend du temps. C'est pas du jour au lendemain qu'on va pouvoir séduire quelqu'un en disant: «Bah, j'ai un super Mmh. projet et puis, j'ai besoin d'argent». Non, faut toujours être dans cette phase-là. Moi, j'ai un peu de mal, encore, mais, voilà, j'espère qu'avec, un peu mon track record maintenant du passé, ça sera plus facile pour moi et que j'aurai un peu de facilité à trouver, mais, il faut toujours être dans cette phase-là. On Mmh. n'a pas besoin d'argent, mais on ne sait jamais demain, donc, mais ça veut dire partager la valeur aussi. Mais bon, c'est comme Ouais. ça, quoi. Et c'est avoir une vision, de projet. Bah, c'est toute la difficulté, surtout quand tu es dans l'exécutif, pardon, c'est qu'à chaque fois, tu es en roadshow permanent, tu lèves, ces 6 mois, tu finis ton tour, ceux qui sont rentrés dedans, si c'est des fonds, bah, leur objectif, c'est que tu lèves à nouveau pour qu'ils puissent sortir leur invest. Mmh. Mais pendant ce temps-là, comme tu disais, comme, la due diligence que vous avez pu faire, avec, Epic Games, bah, forcément ça vous prend du temps. C'est du temps sur lequel vous êtes pas, concentrés sur les Mmh. sujets et ça peut être, bah, à double tranchant, donc c'est sûr, faut trouver, l'entre-deux, Et oui, et puis en plus en France, c'est toujours, on est je vois, nous, on fait des choses je te parlais de toutes ces petites sociétés qui disparaissent, mais c'est mmh, 10-20 personnes au maximum, hein. Et quand on nous prend l'équivalent, enfin, les Américains, quand ils achètent, ils disent: «Mais vous êtes 20, nous, on est 200 et on n'arrive pas à faire, un truc concurrent». Et ouais, mais du coup, on fait tout et on le fait pas forcément bien sur les aspects qui nous permettent d'avoir une vision et une croissance. mmh, Donc, il faudrait pouvoir avoir, tout le temps quelqu'un autour de nous. C'est peut-être une idée, hein, faudrait peut-être trouver, bah, la BPI fait un peu ça, mais ouais, vraiment d'avoir des accompagnants en disant: «Bah, écoute, tu t'occupes du business, moi je m'occupe de lever des fonds pour toi en permanence, tac». mmh, Et voilà. Comme ça, on sort vraiment de ce tunnel-là. Et là, je suis en plein dedans avec, mes autres investissements et c'est vrai que c'est chronophage pour ceux qui le font en interne, mmh. chronophage pour ceux qui investissent aussi parce que, voilà, on est un peu anxieux pour eux, hein, enfin de pas pouvoir les aider plus que ça, de voir que, bah, ils se concentrent sur l'après-demain alors qu'il faut aussi faire tourner le business, donc bon. Ouais. Voilà, donc un appel à ceux qui, pourraient, voilà, s'il y a des idées pour, aider à financer comme ça, accompagner, mais vraiment accompagner dans voilà, lever pour les gens, pour les sociétés, Ouais, c'est un pas mal. un intermédiaire entre VC et fondateur, Exactement. même si, l'investisseur, voudra forcément discuter un moment avec, le fondateur pour voir la personne et parce Bien que c'est sûr, avant tout un mais ça investissement sur l'occupe un peu moins. Mmh. exactement, ouais, ouais, bah, c'est à creuser. S'il y en a qui nous écoutent, on y viendra peut-être. Si demain tu devais, remonter, Light& Shadows ou, sous un autre nom, mais en tout cas Mmh. dans cette, industrie-là, au regard de ce que tu as pu, comprendre et connaître, est-ce qu'il y a quelque chose que tu referais différemment ou, q des choses que tu reprendrais justement, que vous avez bien faites et que tu remettrais, un peu une sorte de formule, magique? Alors je me disais, sortir de France, c'est une Ouais. chose. Je pense que d'avoir, des antennes, nord-américaines, c'est vraiment quelque chose d'important. Parce que tout de suite, ça donne un peu de poids, Mmh. même si on veut aller en Asie, hein, c'est de diversifier un peu ses sites et d'être au plus près de clients. Parce que nous, on a tendance un peu à tout ramener en France, même si on a travaillé pour des groupes asiatiques, on le faisait en France, on n'avait pas de représentation. Donc là, on est en train de faire, voilà, petit à petit d'essaimer, d'avoir des représentations en Allemagne, en Asie, à Corée, notamment. Mais ça, c'est la première chose qu'on ferait. Après, je continuerai à voilà,
je recruterai de la même façon. C'est cette petite anecdote de recruter un peu les gens. Je leur faisais passer le test du foot. Ok. Je faisais du foot, foot en salle. Et donc, quand on joue au foot, au bout d'une heure et demie, on est fatigué. Donc, on voit la personne, on voit si altruiste, si voilà, si elle a vraiment un esprit d'équipe, si elle poursuit, si elle lâche pas, si un bon caractère. Parce que c'est important quand même un caractère quand on est dans une petite équipe. Au début, on était une douzaine, hein, donc les tensions, ça peut vite arriver. Et à 12, voilà, c'est pas à 100 où on peut se cacher. Non, à 12, on se voit tout le temps. Donc voilà, c'était ce test-là. Où on voyait la personnalité vraiment des gens qui se révélaient. On peut plus se cacher. Voilà, fatigué, on peut plus se cacher. Donc j'ai recruté mon ossature qui est encore présente aujourd'hui, dont une partie était allée chez Pixies aussi. C'est ces gens-là qui me suivent depuis des années et que je remercie parce que ils sont formidables et ils ont évolué avec moi. Ils ont pu, on leur a laissé aussi le temps d'évoluer, d'apprendre. Et ça aussi, enfin, un conseil, c'est pas juger une personne. Quelquefois, c'est qu'elle est pas à la bonne place. Donc, il faut laisser un peu de temps, il faut la déplacer un petit peu, il faut essayer de lui donner un peu autre chose. Voilà, on a tous des compétences. Il faut juste identifier là où où la personne est la mieux en place, là où elle pourra apporter le plus de sa capacité. Ouais, totalement. Effectivement, c'est intéressant comme test de Oui. pouvoir révéler les caractères dans l'adversité et la difficulté, on va dire, surtout sur des équipes restreintes. Est-ce que tu aurais connu un échec en particulier qui t'a marqué, sur lequel tu as pu capitaliser par la suite, que ce soit plus tard avec Pixies ou même une fois que t'as lancé cette activité-là pour aujourd'hui, pour ce qui va arriver? Beaucoup, malheureusement. Ouais. C'est une force. Ouais, non, mais je disais récemment, je crois que j'ai coché toutes les cases de ce qui pouvait être fait bien et pas bien, hein, mais voilà, entre les due diligence, comme je disais, la perte de collaborateurs, la maladie, le contrôle fiscal, boîte qui va mal, qui renaît de ses cendres, des levées de fonds, des choses comme ça. Enfin voilà, donc il y a plein d'expériences. Parmi celles-là, les échecs, c'est vrai que j'ai connu 2 due diligence, donc avec Epic et avec Unity, qui n'en sont pas allés au bout. Bon, la 3e avec Unity encore est allée au bout, donc ça a été... je sais pas si c'est des échecs, c'est difficile à dire. Ça aurait été une autre aventure. C'est sûr que ça aurait été Epic Games à un moment donné où il n'y avait pas encore de Fortnite. On arrivait à un moment donné, il y avait rien. Epic Games, c'était pas trop connu du grand public. Il y avait quelques jeux, mais bon, il n'y avait pas de franchise comme il y a aujourd'hui. Unity aussi, en 2017, c'était une petite start-up entre guillemets. Hein, ils étaient 600. Quand ils nous ont achetés, ils étaient 7000. Bon, voilà. Donc on aurait pu connaître autre chose. Moi, j'aurais bien aimé, même si j'ai eu ma petite parenthèse canadienne, partir en Amérique du Nord un petit peu. Il y en a qui l'ont fait, voilà, Sketchfab, Alban de Noyel l'a fait, il est parti là-bas. C'était une super expérience pour lui, même s'il a préféré revenir en France, mais en tout cas, pour sa société, ça a été une belle expérience. Donc oui, c'est ça que j'essaierai de faire et que peut voir un peu comme un semi-échec. Et puis le casque aussi, hein. Peut-être que si on avait insisté, heureusement, il y a Lynx aujourd'hui en France qui poursuit, qui persévère. Le hardware, c'est compliqué. Nous, pour avoir vraiment, chez LS Group en tout cas, plusieurs activités, que ce soit du service, du logiciel ou encore un peu de hardware, parce qu'on a des tables de menuiserie pour apprendre les gestes de sécurité en menuiserie, enfin, des choses bien tangibles, bien physiques, mélangées à de la réalité virtuelle. Ça, c'est consommateur de capital, donc c'est très difficile. Ça prend du temps, il faut c'est concevoir, fabriquer, distribuer. La meilleure des choses, c'est le logiciel, clairement. Le logiciel, c'est beaucoup d'investissement au départ, de la recherche, et ensuite, il faut distribuer, il faut trouver les clients. Mais ça, c'est en point de vue capitalistique, c'est un peu moins demandeur. Ça demande au départ, ça demande un peu moins sur la fin. Donc.
Donc peut-être que finalement c'est un mal pour un bien de pas l'avoir fait. Ouais. Qu'est-ce qui, tu penses, vous a manqué à ce moment-là? C'est un manque de conviction? Tu vois Oculus qui lève des fonds, qui se fait racheter par Facebook à l'époque, tu peux te dire: «Bon, bah, il y a quand même un marché, sinon, ils en arriveraient pas là». Est-ce que c'est d'autres réalités, opérationnelles ou? Oui, on avait un produit qui était très correct, enfin qui était un beau design, qui était, je pense, un produit qui pouvait faire sa place. Heu, on a le storytelling de Oculus qui était un truc formidable, qui marchait super bien. Quand on l'a eu en main, on s'est dit: «Bah, tu vois, c'est vraiment un proto, c'est pas super et tout». Mais l'histoire et puis les gens qui étaient autour. Nous, Ouais. on avait une légitimité, un périmètre français quoi, un peu européen, mais on n'avait pas de légitimité plus que ça. Eux étaient accompagnés par des gens qui, voilà, étaient des sommités dans le domaine, qui étaient c'est génial, qui avaient la vision du truc. Mmh. N'y étaient pas, mais bon, à l'américaine, on vend le truc avant qu'il existe. Ouais. Nous, en France, on fabrique et ensuite on essaye de le vendre. Donc, Mmh. non, on n'a pas, on je pense que c'est un manque d'ambition, clairement, Mmh. à ce moment-là. Ou alors il aurait fallu faire une autre société. Peut-être que, voilà, faire vraiment une autre société, ne pas mettre en risque, c'était toujours ça, une mesure de risque, hein, bénéfice, bénéfice-risque et là, on a préféré se dire: «Bon, ben, voilà, on prend pas Mmh. de risque, on a déjà investi suffisamment d'argent qu'on a perdu finalement, on va pas plus loin, mais on transforme ça». Donc voilà, c'est le logiciel qui a permis derrière puisque Pixies est né un peu de cette idée où il fallait envoyer de l'image sur le téléphone, hein, sur l'écran. Ouais. On streamait, très vite, donc il fallait calculer, la réalité virtuelle exige un minimum 80-90 images par seconde. Donc, quand on mettait 30 minutes pour calculer une image, il fallait y aller. Donc, C'est et clair. voilà, il fallait réduire les données pour avoir, des calculs plus rapides et voilà, c'est comme ça que Pixies, est né. Mmh. Donc, non, il y a pas de regret. Peut-être qu'on aurait pu passer ça à quelqu'un. Si j'avais rencontré quelqu'un qui avait, cette appétence ou voilà, cette capacité à monter un projet produit, voilà, je pense que je lui aurais confié. Mmh. Ouais, bien sûr. Bon, les Américains ont pour eux la masse critique, on va dire, du marché, Oui, on n'est pas non. sur les mêmes, proportions, même si nous, on aimerait pouvoir développer ce fameux marché européen dont on nous parle depuis longtemps, bon, on y arrivera peut-être un jour, mais c'est pas encore le cas, et C'est vrai qu'aux États-Unis, ça vient de l'Ohio, ça vient de Delaware, de Californie, on s'en moque, ouais, c'est américain. ouais. Nous, ça vient de France, ça va pas forcément marcher en Allemagne et Mmh. inversement. Quoique inversement, ça marche bien. Mmh. Ouais, Mais c'est bon, sûr. nous, on a du mal à s'exporter quand même en tant que Français, pour ça que voilà, Mmh. je sais pas, forme d'arrogance sur la technique, mais bon. Ouais, ouais, puis oui, je pense que c'est un peu, oui, une notion de vision, j'ai un ami récemment que j'ai interviewé qui était parti, lever des fonds à San Francisco et il me disait: «Mais là-bas, en fait, les Américains ne rêvent pas d'entrepreneuriat, ils entreprennent». C'est vraiment une différence de mentalité de Ouais. alors ça tombe dans des extrêmes un peu quand on va là-bas, on se dit: «Oh punaise, c'est vraiment toujours plus» parce que c'est une autre vision, nous, c'est d'autres mœurs, d'autres façons de voir les choses, mais bon. On craint l'échec, hein, Ouais, voilà, totalement. donc c'est là, l'exemple flagrant, c'est ça, on craint l'échec sur le casque, on n'y va pas. Mmh. Alors que bon, un Américain aurait fait all-in et puis, 2 ans après, tant pis, il avait cramé, l'argent de tous ses investisseurs, c'était pas grave. Mmh. Mais bon, moi voilà, on l'a fait sur notre argent, donc Bien sûr. on a lésé personne. Mmh. Donc, je me sens bien, j'ai ma conscience tranquille. Mmh. Puis voilà, pour redémarrer après aux États-Unis, c'est plus facile. C'est sûr. Tu me disais tout à l'heure que tu te sentais plus entrepreneur que dirigeant. Est-ce qu'il y aurait un projet, que tu as un peu dans ton coffre-fort, sur lequel tu as pas forcément eu le temps jusque-là de travailler, mais quelque chose sur lequel, tu aimerais venir à l'avenir ou peut-être, tu y viendras pas, mais voilà quelque chose que tu as en tête depuis, pas mal de temps et que tu aimerais nous partager? À part là, bon, consolider ou là, par la force des choses, je pense que le momentum est bon, il y avait une association de la réalité virtuelle qui était là pour essayer de voilà, d'agréger un peu les besoins des industriels et les petites sociétés qui pouvaient y répondre. J'ai pas trouvé un intérêt business à Mmh. cette association. Donc je me dis: «Maintenant, il faut agréger, il faut forcer un peu les choses et rassembler, essayer de grossir». Donc ça,
ça, c'est dans le pipe. Hein, Mmh. on va le faire naître. Et sinon, c'est intéressant ta question parce que c'est, je suis pas le premier. J'en ai déjà discuté avec des gens qui parfois ont un peu de mal à dormir le soir parce qu'il y a beaucoup de choses. On a tous un petit projet qui trotte dans notre tête et qu'on réinvente tous les soirs, qui nous aide à nous endormir. En général, c'est un truc technique, mécanique. Voilà. Donc moi, on parlait de se déplacer dans un espace infini, et ben c'est ça. Voilà. Donc OK. j'ai un projet depuis des années qui mûrit avec tout un tas de variantes technologiques. C'est du hardware, donc je sais que c'est compliqué. Donc je le garde, je le mûris, puis peut-être qu'un jour, hein, je me dirai: «Tiens, je me lance et je viendrai t'en parler». OK, bah, grand plaisir, écoute, génial en tout cas, super beau projet, beaucoup de j'imagine contraintes, mais avec plaisir écoute, de toute façon, je surveille tes actualités. Écoute, je pense qu'on a fait un bon tour, sur cette partie-là. Je voudrais en comprendre un peu plus, sur toi maintenant, aller, sur tes bottes secrètes. Tout à l'heure, tu me Mmh. parlais que, bah, effectivement, il y a des moments plus ou moins difficiles, le jour où tu quittes tout, tu tombes sur un timing où, ta femme accouche, tu des, tu pas la voiture et Mmh. cetera, bon et puis plus tard sur de la délivrabilité, il y a des contraintes qui font que, bah, voilà, tu mets un peu à bas ton confort. Bon, bah, tout ça forcément ça travaille, mentalement. Comment tu as fait pour, qu'est-ce que tu as mis en place au fil des années pour garder, une certaine santé mentale et pas craquer et continuer à t'investir dans tes projets? Alors je dirais pas que j'ai pas craqué. Je Ouais. pense que j'ai craqué à plusieurs reprises, sans le savoir, hein, en fait, hein. En Mmh. fait, on est toujours sur le qui-vive, on est toujours, voilà. Moi, j'aurais aimé mettre ma famille plutôt en sécurité, financière, hein, Ouais. parce que c'est ça, hein, je commence à en parler dans mes investissements. C'est aux États-Unis, on reparle encore des États-Unis, mais on met en sécurité tout de suite les dirigeants. C'est-à-dire on leur fait, du cash, quoi. Ouais. Et ça démotive pas. C'est au contraire, ça rassure, c'est: Mmh. «OK, je suis là, je suis en sécurité, j'ai ma maison. Maintenant, je peux me donner à fond». Donc ça, c'est très stressant pour un entrepreneur en France de rester toujours sur cette idée que on gagnera l'argent que quand ça tournera, Mmh. ça marchera. Donc c'est en perpétuel, stress. Oui, moi, je sais que j'ai fait au moins un burn-out, je l'ai découvert, des années après, parce qu'il y a des choses dont je me souviens plus trop, voilà. Des moments un peu douloureux et qu'est-ce qu'on met en place? Beh, il y a déjà, la famille, le 1er associé, le bon associé à avoir, c'est son conjoint. Mmh. Ça, c'est le premier qui nous soutient dans tous nos projets. Donc si on a le bon, voilà, on va aller loin. Et moi, elle a beaucoup, beaucoup subi et elle m'a porté pendant des années. Donc j'avais pas le choix, il fallait que ça marche, que ça réussisse. Mmh. Heu, Puis après, qu'est-ce qu'on met en place? Bah, j Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place? C'est surtout surveiller aussi tous ses collaborateurs, Ouais. s'assurer que, ils tempèrent un peu. Ça reste que du business, il y a pas une question de vie ou de mort. Mmh. Ça reste agréable. Moi, je dis: «Il faut venir au travail avec le plaisir de venir au travail, de découvrir des choses». Et moi, ce que j'ai mis en place, c'est de diversifier, de faire de la recherche. Voilà. Donc c'est pour ça que Light and Shadows, LS Group, un laboratoire. Mmh. On expérimente, je le fais plus trop et ça me manque, mais c'est d'explorer quelque chose, de se prendre un mur, mais se dire: «Bah, j'ai testé ça». Mmh. Et ça donne vraiment du souffle, à la fois aux dirigeants, à la fois aux collaborateurs qui s'impliquent là-dedans. J'ai d'autres projets, hein, c'est, faire de l'hypnose pour faire de l'apprentissage plus rapide en réalité virtuelle, notamment. C'est, voilà, on parlait de son spatialisé, il y a des choses Mmh. comme ça. Enfin, ouais, il y a donc c'est d'avoir des projets innovants qui nous sortent tout de suite un petit peu du quotidien et qui nous donnent une perspective à long terme. Voilà, après je vais passer sur le sport, sur les choses comme ça qui sont toujours bonnes à prendre. Je continue un Mmh. peu le sport, le foot, mais il y a malheureusement pas de recette miracle. Après, il faut être résilient. S'il y a une qualité pour un entrepreneur, c'est la résilience. C'est qu'on sait jamais de quoi est fait demain et puis, bah, on se casse la figure, on se relève et puis, Mmh. voilà. Mais si on est bien entouré, collaborateurs et famille,
voilà, on peut aller loin. Ouais. Mais il faut s'entourer parce que quelquefois, finalement, il y a personne pour nous dire: «Attention, tu vas dans le mur». Donc c'est des conseils avisés, bons ou mauvais pour soi, enfin, Ouais, bien sûr. on les prend pas, mais Tu me disais, tout à l'heure, tu me partageais un peu on va dire, je sais pas si c'est de l'incompréhension, mais peut-être de l'étonnement de tes parents de partir sur, une carrière comme ça entrepreneuriale après avoir fait du salariat et qui plus est dans des grands groupes, une mmh. position, relativement, confortable et bien ancrée, comment tu le vis à ce moment-là ça, et comment ça évolue? Je l'ai fait 2 fois mes parents quand même, hein, ce coup-là. 1re fois quand, j'ai quitté, l'association pour reprendre mes études. Ouais. Heu, bon, c'est une période où je venais de perdre mon grand-père, donc finalement l'attention était détournée ailleurs. Donc ils m'ont laissé faire. Donc j'ai repris mes études, j'ai tout lâché, hein, à ce moment-là. J'avais presque 30 ans et je reprends mes études à 30 ans. Faire quoi? C'est quoi la réalité virtuelle? C'est quoi les effets Mmh. spéciaux? Voilà. Et la deuxième fois effectivement où, voilà, ils avaient compris, hein, ils pouvaient rien me dire. De toute façon, je n'en faisais qu'à ma tête et vraiment de partir à l'aventure. Pour eux, c'était quelque chose qu'ils ne pouvaient pas concevoir parce qu'ils ont été dans la même entreprise pendant 40 ans mais ça a été, je pense, mon expérience, moi, en Allemagne et j'invite tous les jeunes à partir à l'étranger derrière. Voilà, il y en a de plus en plus, hein, mais partir à l'étranger, à mes enfants, je leur fais faire des expériences à l'étranger, voilà, le Canada, leur montrer que et si on arrive à survivre à ça, on va survivre à n'importe quoi. Mmh. Moi, je suis parti en Allemagne, j'avais fait allemand, 4e, 3e, voilà, Mmh. donc j'étais Limite. lost in translation complet et finalement, ça s'est bien passé. Là, d'un seul coup, je me suis révélé. Ma sœur était destinée à partir à l'étranger et moi à rester très casanier et finalement, j'ai réussi à, voilà, à en sortir donc rien n'est écrit. On a une Mmh. étiquette, mais il faut l'arracher et puis, faut se donner, des opportunités, faut se lancer. Bah, c'est pas grave, on échoue, mais on tient une belle expérience. Donc, moi, c'est vraiment des coups de pied aux fesses à chaque fois qui m'ont été donnés et qui font que j'ai pu avancer. Voilà. Donc, Mmh. faut vraiment prendre les opportunités. Faut pas se jeter, inutilement, enfin, comme ça, c'est bien d'analyser, c'est bien d'avoir une idée qui germe, qui prend un peu de temps, mais il faut pas se dire, voilà, faut essayer. Mmh. C'est la meilleure, chose à faire, dans la vie, faut pas avoir le regret de pas avoir essayé. Ouais, complètement. Alors tu as travaillé quand même sur, de nombreux sujets, même si c'était à chaque fois lié, autour de la réalité augmentée, virtuelle ou de la 3D. Bon, mais tu as fait quand même pas mal d'industries différentes et forcément, à chaque fois, c'est de nouveaux enjeux. Comment est-ce que tu progresses? Comment est-ce que tu continues à apprendre de nouvelles choses? Alors je m'ouvre à autre chose, du Ouais. coup. J'essaye de voir un peu autre chose. Ça peut faire une transition avec mes investissements, hein, puisque, quand j'ai vendu Pixies, je me suis mis à l'abri, comme je disais, hein, j'ai acheté ma maison. Voilà, donc j'ai un toit, une chambre pour chacun de mes enfants, c'est pas une pour j'en ai 3, hein, une pour 3. Et puis le reste, j'ai réinvesti. Voilà, j'ai réinvesti, massivement dans peu de sociétés. Je sais que d'autres ont une stratégie de mettre un petit peu dans tout et puis moi je me suis dit: «Mais si je veux changer vraiment la direction» ou enfin, pas changer la direction, mais en Mmh. fait, insuffler une bonne énergie dans une société, il faut que je les aide vraiment maintenant. C'est maintenant qu'ils en ont besoin. C'est maintenant où ils lancent leur projet qu'ils ont vraiment besoin d'être poussés. Donc, je suis premier investisseur dans chacune des 3 grosses sociétés, enfin 3 gros investissements que j'ai faits. Et c'est ça qui m'ouvre, c'est ça qui me motive et qui me permet de revenir à la réalité virtuelle de temps en temps, avec des updates, puis avec les équipes qui me mettent un peu au parfum de ce qui se passe, de ce qui se fait. Et je vais plutôt maintenant dans le médical, voilà. Donc, OK. si tu veux, je peux développer. Ouais, ouais, bah, bien sûr, ouais, ouais. Donc il y a une société qui s'appelle Roboté, dont le fondateur est le fondateur de Virtools. Là, on fait OK. la boucle un peu, hein. Donc ce produit qui était un ancêtre de, voilà, de la conception de jeux vidéo, ou d'expériences de réalité virtuelle en tout cas. Donc Bertrand Duplat qui a créé une société qui fait des micro-robots de la taille d'un grain de riz qui vont dans le cerveau, qui se baladent pour aller soit faire des biopsies, soit déposer des molécules à des endroits qui sont inaccessibles aujourd'hui.
Donc les tests ont démarré sur de l'animal vivant, sur de l'être humain, un cadavre. Donc voilà, ça progresse. On est en pleine levée de fonds. Une première partie va s'arrêter là, seed, et on démarre une série A là, donc il y a de l'appétence. Il y a des gens qui enfin comprennent, mais ça fait quelques années quand même qu'il est sur le sujet. Ok. Donc ça, c'est vraiment une rupture pour moi technologique. Et puis c'est du médical, mais encore avec de la mécanique, dont j'arrive encore à comprendre les tenants et les aboutissants. Et là, je fais partie du board aussi. Il y en a une autre qui fait de l'IA sur toute. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent toutes les études de pharmacologie, donc les molécules avec les cellules, et on regarde qu'est-ce qui se passe, comment la cellule a réagi. Donc, on va essayer de faire un jumeau numérique de la cellule, de voir son comportement. Alors, jumeau numérique, quand on me l'a présenté, j'ai dit jumeau numérique, je connais, ça, c'est bien, c'est un peu de la réalité virtuelle. Et on m'a dit, mais c'est jumeau numérique de cellules, j'étais hyper curieux. Et c'est des gens, ce sont pas des biologistes, ils sont plutôt sur les systèmes. Ok. Et une approche qui est hyper innovante, et donc là, ça marche bien. Ils vont être en levée là dans quelques mois. Ils ont déjà fait une première levée qui était très honorable, et toutes les équipes sont en place. Et puis il va y avoir une autre levée pour accélérer. Donc voilà, ça c'est du médical. Moi je connaissais pas, du coup je me documente beaucoup là-dessus. Et puis il y en a une qui est vraiment un peu dans mon domaine, hein, c'est la simulation de la lumière. Donc là c'est la simulation spectrale de la lumière. Il y a une partie visible, c'est ce que moi je faisais jusque-là, c'est rouge, vert, bleu, c'est les pixels qui s'affichent. Il se passe tellement de choses dans le non visible que ce logiciel permet de le visualiser, ou au moins de l'analyser. Et on met des lunettes de soleil quand on est dans sa voiture. D'un seul coup, on voit plus l'écran central parce qu'il y a une polarisation. Simuler la voiture autonome, il faut savoir qu'il y a des millions de kilomètres qui se font toutes les nuits dans des environnements métaverses virtuels, avec des voitures virtuelles et des capteurs lidar qui vont apprendre à la voiture à avoir des situations qu'elle rencontrera peut-être jamais dans la vraie vie, mais bon, c'est l'apprentissage. Donc là, on utilise aussi cette technologie de simulation de la lumière pour avoir des effets dans la scène virtuelle que le lidar va pouvoir capter. Voilà, c'est mes trois axes. Voilà. Et le médical m'intéresse beaucoup parce que je trouve que si on doit avoir un impact, la réalité virtuelle, il y a un impact business et entertainment, mais un impact dans la vie. Voilà, j'avais envie d'avoir au moins cette branche-là, que ça arrive vers quelque chose qui soit avec un impact social positif. Oui, bien sûr. Bon, même s'il y aura forcément des applications dans les moyens de locomotion autonomes, donc tu contribues quand même aussi à cet aspect-là qui est aussi important, le déplacement urbain, et finalement ça rejoint aussi l'aspect environnemental et on va dire la rationalisation des déplacements et des trajets par la mutualisation des déplacements. C'est super intéressant. Écoute, c'est très recherche et développement, hein, pour le coup, mais effectivement, c'est ce qui est passionnant, et j'imagine que c'est génial. Est-ce que tu aurais un conseil que l'on t'a donné au cours de ta carrière et qui t'a vraiment marqué, auquel tu peux te référer dans les moments un peu importants? J'aurais bien aimé avoir des conseils. Ouais. Et justement, c'est là où j'invite tout le monde à s'entourer, à rencontrer, à essayer d'avoir des gens. Voilà, on dit des conseils. Voilà, c'est pas toujours facile à suivre, ou c'est pas ceux qui donnent les conseils qui vont subir les conséquences. Moi, j'avais pas dans ce domaine-là, ou alors j'ai eu des œillères, j'ai fermé les yeux, les oreilles, j'ai pas écouté les conseils. Mais non, j'ai pas vraiment eu de conseils. En revanche, j'ai eu des exemples de gens qui étaient passionnés, qui étaient entreprenants, et puis qui faisaient confiance. Moi, j'ai un maître de stage qui m'a fait confiance et qui est maintenant dans une des sociétés, qui est fondateur de la simulation de la lumière, la société s'appelle UVR, et l'autre s'appelle Deep Life, parce que je l'ai pas cité. Deep Life qui fait l'IA sur les molécules, le jumeau numérique, et UVR qui fait la simulation de la lumière. Et voilà, donc il y a eu des rencontres, des gens qui m'ont fait confiance et qui ont vu autre chose que quelqu'un qui ne savait pas développer. Voilà, parce que je ne sais pas forcément développer, je sais de quoi on parle, mais voilà.
Donc, du coup, j'essaye de comprendre et j'essaye de faire en sorte que tout le monde comprenne. C'est ce qui permet de peut-être, qui me permet de créer des équipes. C'est Ouais. peut-être ma seule valeur ajoutée, et voilà, de créer des équipes, des visions. Donc, oui, moi, si j'ai un conseil à donner, c'est de s'entourer et d'essayer d'avoir des conseils parce que dans des situations compliquées, quelquefois, c'est bien d'avoir l'expertise, Mmh. l'expérience de certains qui y sont passés. C'est pour ça que je partage maintenant, que je me force un petit peu à communiquer sur toutes les expériences que j'ai eues. Je me dis, ça va intéresser personne, ça va barber tout le monde d'écouter. Bah, si ça peut aider quelqu'un au moins une fois, Mmh. se dire, bon, bah, ok, je dois faire ça, ou c'est pas grave, ou je peux me lancer. Enfin, voilà, ce sera déjà une personne d'aider, ça suffit. Voilà. Complètement. Stéphane, merci beaucoup. Est-ce que tu aurais une personne à me recommander, un entrepreneur ou une entrepreneuse, à venir répondre à mes questions et s'asseoir à ta place et à nous transmettre, à son tour, son expérience? Je vais pas être original alors. Bah, je pense que Bertrand Duplass serait une personne à inviter, donc les micro-robots. Ouais. Parce que toute ce parcours-là qui va, de la robotique, hein, qu'il faisait en PhD, jusqu'à Virtools, qui était un outil en fait pour piloter ses robots, et puis ensuite, une expérience qui l'amène, aux micro-robots. Voilà, c'est un savant fou. Il a plein de brevets à son actif, donc c'est absolument génial. Je pense que ce serait bien que tu le rencontres. Bah, En génial, plus, ouais. il va avoir plein d'actualités, donc c'est le bon moment. OK, bah, c'est top. Bah, écoute, si tu peux nous faire la mise en relation, ça serait vraiment génial. Merci encore. Où est-ce qu'on peut te retrouver, te suivre? Est-ce que tu es présent sur LinkedIn? Où est-ce qu'on peut t'écrire? LinkedIn, ouais, Ouais. voilà, donc je suis le Shadows de Light and Shadows, donc je suis pas très, ouvert, aux réseaux sociaux et autres, même si je sais m'en servir, il y a pas de problème. Ouais. Mais voilà, je republie, ce qui est publié dans mon entourage, et puis, je m'intéresse, à plein de choses, donc voilà, je reste ouvert à des rencontres, voilà. Je repasse le message. Si vous êtes dans le domaine de la réalité virtuelle, de la 3D, ben voilà, j'aimerais qu'on discute, de tous se rassembler et de faire une grande famille. Génial. Stéphane, merci encore. C'était vraiment, top de nous avoir, partagé, tout ça. Je pense qu'effectivement, on a pu apprendre, plein de choses et avoir un bon tour d'horizon de ce que tu as pu faire jusque-là et de l'après. C'était vraiment génial, merci. Et merci à toi, c'était, voilà, nouveau pour moi, presque une psychanalyse. Tout à fait, ouais, c'est souvent ça, hein. On sort, souvent des épisodes un peu rincés. Merci à vous de nous avoir regardés jusque-là. Si vous êtes encore là, c'est nécessairement que ça vous a plu. Alors n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir. Et n'hésitez pas à écrire à Stéphane pour faire un retour sur l'épisode. C'est vraiment le meilleur moyen à lui de le remercier pour le temps qu'il prend à venir nous partager son expérience. Merci encore et à très vite pour un nouvel épisode. Salut!